Je suis née en Bretagne à Guingamp le 26 juillet 1924. Ma mère était bretonne du Finistère et mon père était d'origine bretonne mais vivait à Caen. Ma mère s'appelait Tanvé, Tanvez, et mon père s'appelait Yves Guillouet. Et vous aviez habité La Tourelle? La Tourelle, c'était la propriété des parents de ma mère qui la tenaient de ses parents. Ça remontait déjà à pas mal de temps. Il y avait une fabrique Il y agricole avait l'usine qui était derrière la propriété, enfin c'était inclus dans la propriété, où ils fabriquaient du matériel agricole, cidricole, des presses pour presser les pommes, des broyeurs pour broyer les pommes, enfin tout ce qui tourne autour du cidre. D'accord. Donc votre père était ingénieur cidricole. Mon père était ingénieur des arts et métiers et il avait été engagé par mon grand-père comme directeur de l'usine, et c'est comme ça qu'il a connu la fille du patron et qui s'est marié avec la fille du patron qui était ma mère. D'accord. Et vous avez beaucoup de souvenirs d'enfance à La Tourelle? Ah oui, parce que j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans. À 10 ans, on se rappelle quand même. Mhm. Par exemple, est-ce que tu peux nous raconter une histoire d'enfance? Une histoire d'enfance, je ne sais pas ce que je peux te raconter, qu'on avait une grande maison de 2 étages plus un grenier. Donc on s'était, nous les enfants, avec mes cousins, parce que j'avais des cousins qui avaient tous le même âge, ou à peu près, et on s'était fait nos appartements à nous dans ce grenier où on s'amusait comme des petits fous. Mhm. Mais pour éclairer l'étage d'en dessous, il y avait, je ne sais pas comment on appelle ça, des carreaux dans le plancher avec un grillage dessus pour protéger, bien sûr. Et un jour, mon cousin a trouvé bon d'enlever le grillage, il est passé à travers le carreau et s'est trouvé à l'étage du dessous. C'est blessé? Il s'est rien cassé, oh, il s'est fait mal, mais enfin, il s'est rien cassé. D'accord. Vous aviez été à l'école Charles de Blois? J'étais à l'école Charles de Blois depuis ma tendre enfance, mais il y avait quand même 3-4 kilomètres peut-être pour aller à l'école. Alors j'avais un chaperon qui était une des employées bonnes de la maison, qui me conduisait à l'école tous les matins, et qui venait me chercher le soir, le midi j'y déjeunais. Et c'est là que j'ai appris à lire, à écrire. Et je me souviens de Charles de Blois, c'était qui donnait sur la rue, il y avait un grand porche. Et pour accéder aux cours de récréation et aux classes, il fallait monter un petit chemin qu'on montait toutes bien en rang, parce qu'il y avait des filles, hein, c'était pas mixte. On montait et on descendait ce petit chemin en rang, tout en récitant les tables de multiplication sur un air de chanson qu'on nous avait appris
Et à chaque fois, c'est comme ça qu'on a appris l'étape 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6. Et puis, il fallait suivre, et c'est comme ça qu'on a appris l'étape de multiplication. Il y avait à la Tourelle beaucoup d'employés de service. Ben, dans ce temps-là, on était très, très bien servis. Il y avait la cuisinière, il y avait deux femmes de chambre, et une laveuse, une repasseuse, une raccommodeuse, enfin, tout ce qu'on peut imaginer pour être servi, quoi. Et ça, c'est encore une autre époque. Qui était Berthe Guillou? Berthe Guillou, alors Berthe Guillou était mon arrière-grand-mère. Berthe Guillou, c'est celle du grand tableau, là. Et moi, je l'ai connue, mais je l'ai connue couchée, toujours dans son lit, parce que elle est morte très vieille pour cette époque-là où on vivait moins vieux que maintenant. Elle est morte à 96 ans. Née en 1840. Peut-être. 96. Attends, je suis en train de me demander si c'est 96 ou 86. Elle a dû décéder, j'avais à peine une dizaine d'années. Et Landerneau? Landerneau, c'est là où elle habitait. Et où avec ma cousine Colette, on avait exactement le même âge, on avait 15 jours de différence. On passait nos vacances chez l'arrière-grand-mère, qui avait un grand jardin, qui était au bord de la rivière. Vous faisiez des bêtises ensemble? Oh, on n'était pas si bêtises que ça. Pas de bécassines? On en faisait un peu quand même. Et vous étiez bon élève? Euh, à Guingamp, je me rappelle pas. J'ai été bonne élève après, mais à Guingamp, je me rappelle pas si j'étais bien bonne élève ou pas. Donc après l'école à Charles de Bois, vous étiez à l'école Blanche de Castille? Blanche de Castille, Roger Bacon, rue Roger Bacon? Ah oui, mais ça, c'est à Paris. Ça, c'est à Paris. Oui, parce que mes parents, j'avais donc 10 ans, ont déménagé pour aller habiter Paris. Et là, effectivement, j'allais à l'école Blanche de Castille. Et à Paris, c'était rue des Ternes, dans le 17e. Nous habitions rue des Ternes, une petite rue qui donne boulevard Pereire. On avait une maison avec jardin. Et ma foi, c'était assez sympa. Comment ça vous a fait de découvrir la vie à Paris après une enfance en Bretagne? Tu sais, quand on a 10 ans, le changement, c'est plutôt rigolo. Et puis, on, mes parents, je ne sais pas comment ils se sont adaptés, mais moi je n'ai pas de souvenir d'en avoir souffert. C'est-à-dire que j'en ai souffert parce que j'avais eu un accident en Bretagne à la fin de mon séjour en Bretagne. J'avais fait une chute de trapèze et j'étais pendue par les genoux. Tu sais, on appelait ça le cochon pendu, je crois. Et j'ai un oncle qui a pas volontairement bien sûr, a tourné la barre du, du trapèze. Mes genoux ont roulé et je suis tombée sur la tête avec le corps par-dessus. Et là, j'ai fait un problème de colonne vertébrale. Et c'est au moment où on est parti à Paris. Donc à Paris, j'ai été suivie à l'hôpital Bretonneau pendant 2 ans et je suis restée un an couchée dans une coquille de plâtre. Un an, dis donc. Ben oui, c'est bon.
Et qu'est-ce que vous faisiez pendant cette année, hein? Eh ben, tu sais, quand tu as 10 ans et que tu es couché pendant un an, que veux-tu faire? Il n'y avait pas de télévision? Il n'y avait pas de télévision, on pouvait peut-être lire un peu, je ne me rappelle pas. J'avais la bonne qui venait me tenir compagnie de temps en temps, ma mère bien sûr, et puis mon petit frère qui couchait dans la même chambre que moi. Ça a dû vous paraître très très long. C'était pas rigolo. Et l'année d'après, j'ai fait une année scolaire un peu décousue parce que tous les matins, j'allais à l'hôpital Bretonneau faire des séances de gymnastique de rééducation. Donc je n'allais en classe que l'après-midi. Et vous avez pris du retard à l'école. J'ai pris de ce fait-là un an de retard que j'ai suivi à peu près pendant toute ma scolarité. J'ai toujours eu un an de décalage avec les autres. Donc vous aviez parlé dans votre livre de votre grande épreuve en latin pour se remettre au niveau. C'est-à-dire que non, c'est pas me remettre au niveau, c'est que je n'avais jamais fait de latin de ma vie. Et quand je suis allée à l'école, là c'était à Lisieux, on a vécu 4 ans à Paris. Donc de 10 ans à 14 ans, j'étais à Paris. Après ça, on a déménagé à Lisieux. À Lisieux, j'étais à l'école Notre-Dame, où je travaillais sans doute très bien, où les bonnes sœurs m'avaient pris en affection. Et un jour, la bonne mère supérieure me fait venir dans son bureau et me dit: Jacqueline, je ne comprends pas que vous n'ayez jamais fait d'études de secondaire, que vous n'ayez jamais fait de latin, etc. Je lui raconte mon histoire d'accident, que j'avais eu du retard, etc. Mais elle m'a dit: vous pouvez rattraper ça. Alors c'est là où j'ai commencé le latin pendant une période de grandes vacances. Je prenais des cours avec un prof particulier, quoi. Je faisais du latin tous les matins. Et là, quand je suis rentrée à l'école pour rattraper la classe de latin, et bien la première composition de latin, je suis arrivée première. Donc j'avais rattrapé mon niveau. Bravo. Donc revenons-en à Paris. Euh, Votre père s'est lancé dans une nouvelle entreprise. Non, c'était pas une nouvelle entreprise parce qu'il travaillait toujours dans le matériel cidricole, mais il avait fondé son entreprise à lui. Il n'était plus dans la famille, quoi, dans sa belle famille. Et donc il avait un bureau dans l'appartement. Dans la maison, il y avait un bureau et il travaillait là avec son frère. Son frère s'était associé à lui. Et c'est la table que vous écrivez dans votre livre, c'est la table qu'on a ici dans la Dans salle à la salle manger à de manger Sainte-Foy. qui servait de bureau à ce moment-là. Et nous, à Paris, on déjeunait, on prenait nos repas dans le salon où le personnel montait 2 tables de bridge à chaque repas et on les démontait après et ça se retransformait en salon. Donc après Paris, quand vous êtes Après venu à Lisieux, Paris, c'était Lisieux, voilà. on est à peu près en quelle année? 1937? C'était avant la guerre, euh, 38 peut-être, oui. Donc quand avez-vous entendu parler de la guerre pour la première fois? Eh bien, lorsque nous étions à Lisieux. Alors, moi, je ne me souviens pas exactement la première fois, mais quand la guerre s'est déclarée, mon père, qui avait fait la guerre de 14 dans l'aviation déjà, comme engagé, parce qu'il avait 18 ans,
et il a été ce qu'on appelait requis civil, c'est-à-dire non pas mobilisé parce qu'il n'en avait plus l'âge, mais requis civil, il était nommé dans quelque chose qui servait à la guerre. Donc il a été nommé directeur d'une usine d'aviation à Bordeaux, où il est parti à Bordeaux avec ma mère, et nous, mon frère et moi, nous sommes restés pensionnaires à Lisieux pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, la guerre s'est vraiment déclarée. Les 2 zones libres et occupées se sont programmées et ma mère est venue en catastrophe avec la voiture nous chercher, mon frère et moi, pour nous emmener à Châteauroux où était mon père à ce moment-là. Et Châteauroux était en zone libre. Châteauroux était en zone libre. Et vous aviez terminé vos études à Notre-Dame de Lisieux? Non, pas terminé. J'ai terminé, je suis arrivée à la fin de la troisième à Châteauroux. D'accord. Alors donc j'ai fait la seconde, la première et la philo. Parce qu'à ce moment-là, il y avait première et philo À Châteauroux. à Châteauroux. Et j'ai passé mon bac à Tours, l'université dont Châteauroux dépendait. Et quand avez-vous fait la connaissance de Colette Guinard? Eh bien, Colette Guinard était un peu dans le même cas que moi, parce que les usines Guinard, qui sont des pompes, les pompes Guinard, c'était très connu, étaient à Saint-Cloud. Et au moment de la guerre, eh ben c'est pareil, ils ont déménagé pour Châteauroux, où ils avaient une usine plus petite, mais qui dépendait d'eux. Donc, ils ont tous déménagé à Châteauroux, et Colette et moi, on était au collège d'Ulst, dans la même classe. Elle est devenue votre grand amie. Oui. Et c'est pour ça, parce que j'avais un an de retard tout le temps, c'est pour ça que Colette a 18 mois de moins que moi. Mais on était dans la même classe. Et qu'est-ce que vous faisiez à l'époque pour vous amuser? Pour s'amuser. Ah ben, moi déjà, Colette était guide de France et moi j'étais cheftaine de louveteau. Donc ça occupait déjà nos jeudis, puisque c'était le jeudi dans ce temps-là, la journée sans école pour les jeunes. Ça occupait ça occupait le jeudi. Et puis autrement, pour s'amuser, on allait quelquefois les uns chez les autres. On faisait ce qu'on pouvait pour s'amuser. Et Jacqueline Prudhomme? Eh bien là, c'est la même chose. Alors Jacqueline Prudhomme, c'est un petit peu différent parce que son père était officier, il était commandant, et commandant dans une armée qui était à Châteauroux. Donc Jacqueline, c'est pareil, était au collège d'Ult aussi. Et vous passiez les vacances ensemble? On passait des vacances ensemble, c'est comme ça que j'ai passé des vacances à Vichy, à l'hôtel du Parc, parce que les officiers, bien sûr, dépendaient du maréchal Pétain. Et le maréchal Pétain avait son quartier général à l'hôtel du Parc. Et moi, j'ai passé des vacances avec mon amie Jacqueline à l'hôtel du Parc, avec tout le tralala, les domestiques et tout le bazar, quoi. Et pendant la guerre, vous aviez vécu des rations ou des difficultés? Quelles étaient les contraintes? Ah oui, ah oui. On avait des cartes d'alimentation. On avait le droit à une ration de pain. Je ne vais pas te dire combien c'était parce que je ne me rappelle pas, mais enfin, c'était assez limité, hein. Et c'est-à-dire que la population de Châteauroux, du jour où il y a eu la zone libre et la zone occupée,
Châteauroux en zone libre est passé de 30 000 habitants à 60 000 habitants. C'est de dire que toutes les épiceries, toutes les boulangeries, tout ça, c'était tellement sollicité qu'on avait très peu à manger. Et je me souviens d'un repas où ma mère nous apportait, parce qu'à ce moment-là, on n'avait plus de domestiques, hein, à Châteauroux, c'était fini, il y avait peut-être une femme de ménage, mais enfin c'est tout. Euh, Ma mère a apporté sur la table le hors-d'œuvre, c'était des pêches cueillies dans le jardin. Le plat de résistance, c'était des pêches. Et le dessert, c'était des pêches. Et je me souviens de ma mère qui avait les larmes qui coulaient en nous apportant ça, j'ai rien d'autre à vous donner. Vous êtes retourné à Paris avant la fin de la guerre. Euh, Après le bac, il me semble. non, mes parents étaient toujours à Châteauroux. Mon père était toujours directeur de l'usine d'aviation de Châteauroux. Mais moi, après le bac, que faire, hein, que faire? J'avais décidé de faire une licence de lettres. J'aimais bien le latin déjà. Au bac, j'avais eu 14 en latin, c'était une belle note. Hein. C'était une belle note. J'aimais bien le français et je me suis mis à faire du grec. J'en avais jamais fait de ma vie parce que la licence de lettres, il faut français, latin, grec. Donc je me suis mis à faire du grec. Et je suis allée à Paris, moi seule, euh, pour aller à l'université, pour travailler la licence. Et là, je logeais chez une tante qui elle-même était logée par des amis à elle qui étaient partis en zone libre. Et on était à Boulogne, à côté de l'église de Boulogne. Et j'allais à la fac à Paris en vélo. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas la circulation qu'il y a maintenant. Hein. On faisait du vélo dans Paris, mieux que tu ferais du vélo à Sainte-Foy, Tranquillement. tranquillement. Revenons-en au collège d'Ulst. Vous étiez très bon élève parce que, je le sais, on a le livret scolaire. Ah, Si tu veux bien nous lire quelques-unes de tes notes. quelques-unes de mes notes. Attends. Alors, il y a la classe de seconde. Je peux dire composition française première, version latine quatrième, géographie première, anglais première, mathématiques première, éducation physique première, histoire de l'art première. Pas mal, Pas mal. pas mal. Et l'appréciation de la directrice, résultat très satisfaisant. Bon, alors, en classe de première, c'était, si tu veux, je te donne que les places, cinquième, deuxième, première. Très bon élève, travail intelligent et régulier, bon résultat. En philosophie, huitième, cinquième, quatrième, cinquième, première. Très bon élève, peut espérer fermement le succès. Voilà. Donc, vous étiez bon élève au collège d'Ulst. Vous êtes allé à Paris pour faire une licence de lettres Oui, et vous aviez terminé les études à Paris?
Cette licence de lettres, je ne l'ai pas terminée. J'ai passé le certificat de latin, j'ai passé le certificat de français, et à ce moment-là, il me restait le grec à passer où j'étais pas, l'ayant commencé très tard, j'étais pas très solide en grec. À ce moment-là, j'ai lu dans un journal une petite annonce d'un abbé dans les Alpes qui recherchait un professeur de latin pour des élèves handicapés. Non, je dirais pas handicapés, mais euh, des élèves un peu difficiles, soit par fait de guerre, soit par séparation des parents, soit par d'autres raisons. Enfin, c'était Caractériel. un peu caractériel. Et là, eh bien, j'ai enseigné le français et le latin aux classes de seconde et de première. Et comment vous faisiez pour les garder en attention? Ben, j'ai essayé de les intéresser. Et c'était à ce moment-là, c'était 43, 42? Ah, attends, c'était c'était 44. C'était plutôt, oui, après l'armistice, il me semble. D'accord. Et donc, lors du débarquement en Normandie, des Anglais et des Américains, vous étiez à Paris. Eh bien, j'étais à Paris. euh, je passais mon certificat de français le lendemain matin, du soir où la, le bombardement de la chapelle a été si affreux, si meurtrier, et on a passé la nuit dans la cave. Alors tu passes la nuit dans la cave et le lendemain tu as un examen de licence, c'est pas le rêve, mais ça s'est bien passé quand même. Et vous étiez à Paris pour la Libération? Je me rappelle plus où j'étais à la Libération. Non, non, la libération de Paris, c'était passé. Donc, en somme, jusqu'à l'âge de 20 ans, vous aviez énormément euh, vadrouillé, on va dire, Oui, entre la Bretagne, Paris, la Normandie, Châteauroux. Lisieux, Châteauroux, oui, oui, oui. Et ensuite, cette école où vous avez pris un emploi était dans les Alpes. Dans les Alpes. Ah, c'était un château qui avait été transformé en pension parce qu'il n'y avait que des internes. Il n'y avait pas d'externes. C'était que des internes. Et Et c'est nous on était logés aussi dans le pensionnat, quoi. et c'est à cette époque-là que vous avez rencontré Jean. Eh bien, oui, parce que c'était les grandes vacances où je suis rentrée. Ah ben non, on était à Crossy aussi. On a oublié Crossy. 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 Crossy, c'est après la guerre, après la libération, quand les deux zones se sont rassemblées, il n'y avait plus de zone occupée, il y avait plus. Mes parents, qui habitaient Lisieux avant la guerre, ont voulu retourner à Lisieux. Lisieux, la maison était occupée entièrement par des réfugiés. Donc mon père a dit on va pas se casser la tête, on va aller habiter ailleurs. Et c'est là qu'à ce moment-là qu'ils ont acheté la propriété de Crossy. Et je suis revenue à Crossy après, pour les grandes vacances, après 2 ans de professorat, si on peut dire. Et comme mon père était toujours dans les industries cidricoles, il a eu un jour un client qui a voulu construire une cidrerie.
Donc, il l'a pris comme maître d'œuvre, architecte, directeur des travaux, etc. Le directeur, c'était mon père. Et c'était du côté de Livaro, par là, entre Livaro et Vimoutier. Et un jour, je reçois un faire-part d'une de mes bonnes amies que j'avais quand j'étais à Lisieux, Charlotte Duboulet, m'annonçant la mort de sa mère. Oh, je dis à mes parents, Charlotte, c'est une bonne amie. J'aurais pourtant bien voulu aller à l'inhumation de sa mère. L'inhumation de sa mère, c'était à côté de Livaro, au-delà de Livaro, en allant sur Lisieux. Mon père dit, écoute, moi j'ai un client qui habite pas loin, je t'emmène et j'irai te conduire à l'inhumation, puis j'irai te rechercher. Bon, ce qui fut dit fut fait. J'arrive à Sainte-Foy de Montgomery, dans une maison, ma foi, qui ne me paraissait pas désagréable, qui était assez jolie. Et dans ce qui était la salle à manger à cette époque-là, il y avait une grande table. Et autour de cette table, il y avait architectes, entrepreneurs, tous les corps de métier possibles et imaginables, et mon père qui coordonnait tout ça. Moi, j'étais assis sur une chaise dans un petit coin. J'écoutais ou j'écoutais pas, ça m'intéressait ou ça m'intéressait pas, je ne sais pas. Et à un moment donné, mon père se lève et puis il dit excusez-moi, j'ai promis à ma fille d'aller la conduire à l'inhumation de la maman d'une de ses bonnes amies. Je vais m'absenter un moment, c'est pas loin, c'est après Livaro, j'en ai pas pour longtemps, je reviens tout de suite. Bon, au revoir messieurs, dames, au revoir mademoiselle, on s'en va. Et à ce moment-là, il y a un petit jeune qui était le fils du propriétaire, je crois, qui se lève et dit, oh, Monsieur Guillouet, ne vous dérangez pas, restez, moi je vais conduire mademoiselle, et puis, bon, nous voilà partis tous les deux, et voilà comment ça a commencé. J'ai été à l'inhumation, il m'a attendu dans la voiture, il m'a ramené, et en me ramenant, il me dit, mais vous ne savez pas conduire? Je dis, non, je n'ai jamais conduit. Je vais vous donner votre première leçon de conduite. C'est là où j'ai pris le volant pour la première fois. Il m'a guidé, il m'a bien aidé, et voilà comment je l'ai rencontré. Comme ça, un jour en allant à l'inhumation. Et comme quoi, les inhumations, tu vois, ça sert quand même à quelque chose. Et puis après, c'était le coup de foudre. Après, je ne sais pas si ça a été le coup de foudre, mais petit à petit, on est venu l'un chez l'autre. Je suis venu ici, il est venu à Crossy, et puis on a décidé. D'accord. Donc ça, cette rencontre, c'était en 46. C'était en 46, c'est ça. Et le mariage. Alors, le mariage, ah ben ça a été mené rondement, hein. On s'est connus je crois que c'était octobre, septembre 46. On s'est fiancés un 19 novembre 46 et on s'est mariés un 10 février 47. Rapido presto. Rapido presto. Et où était ce mariage? À Crossy. À Crossy, à la mairie et à l'église. Le déjeuner était à Lisieux dans un restaurant, mais c'était encore une époque très difficile où on mangeait pas ce qu'on voulait. On mangeait à sa faim, mais tout juste. Bon. Et c'était mon beau-frère qui avait des restaurants à Paris à ce moment-là, qui avait fourni le restaurateur de Lisieux pour qu'il nous fasse à manger. Le jour du mariage. Et le soir, on a fait ça à Louvciennes. Il y avait une soirée organisée à Louvciennes où habitaient mes beaux-parents. Et en attendant, s'il y avait combien de beau monde?
Ah, je me rappelle pas. Vous étiez nombreux? On était nombreux, moins nombreux en Normandie qu'à Paris. À Paris, il y avait du monde parce que mon beau-frère était de Paris et connaissait beaucoup de monde. Et puis, nous, on avait habité Paris. Et puis, bon, ben, il y avait pas mal de relations, quoi. À quel moment est-ce que vous aviez emménagé la maison ici à Sainte-Foy? Aussitôt mariés. On n'a jamais habité ailleurs. Donc cette maison, J'ai habité un moment avec mes beaux-parents. ici, Oui, à ici. Sainte-Foy. En attendant qu'ils aménagent leur maison de Louvciennes. Parce qu'ils sont partis à Louvciennes pour nous laisser la maison. Les beaux-parents, c'était Gustave Gustave et sa et femme Grandière. et Grandière. Ils vous ont laissé la maison, donc ils sont allés s'installer. À Louvciennes. D'accord. À Louvciennes, ils avaient une énorme maison qu'ils avaient en commun avec de très bons amis à eux qui habitaient avant à Caen et dont le château avait été détruit par les bombardements. Donc, ils se sont retrouvés à 4 à Louvciennes, mais mon beau-père ne s'est jamais habitué à habiter là-bas. Et au bout de quelques années, il a voulu revenir à Sainte-Foy et c'est là qu'il a fait construire la maison à côté. La maison qui a appartenu ensuite à Jean-Claude. Oui, qui appartenait à Jean-Claude quand mes beaux-parents sont décédés. Il y a eu des partages de faits, bien sûr. Nous, on habitait là, on a gardé cette maison-là. Et lui, il a pris cette maison-là qu'il a vendue. Parce que son père était mort à ce moment-là. Et le père de Jean-Claude, c'était Gaston. Gaston, le restaurateur à Paris, à l'époque du Il mariage. n'était pas restaurateur, si tu veux, mais il avait des restaurants. Il supervisait tout ça, quoi. Il avait plusieurs restaurants. Donc la propriété ici à Sainte-Foy, elle est dans la famille, on pense depuis 1880. Non, depuis la guerre de 14. Parce que mes beaux-parents, avant, habitaient une maison un peu plus haut. Et je pense qu'ils avaient toujours visé cette maison-là. Et pendant la guerre de 14, mon beau-père était mobilisé, était dans les tranchées dans l'Est. La maison s'est trouvée à vendre. Ma belle-mère, toute seule, a dit j'achète, sans même demander à son mari. Mais il devait être d'accord avant qu'ils avaient envie de cette maison-là. Donc le beau-père dans les tranchées pendant la guerre et la belle-mère achète la maison dès qu'elle est disponible. Voilà. Mais ils s'étaient déjà implantés dans la région de Sainte-Foy et étaient propriétaires. Ils étaient propriétaires au-dessus, d'une maison au-dessus, qui est restée sur la ferme après, mais que nous, on a vendu maintenant. Et quel âge a cette maison? Celle-ci, Oui, il paraît qu'elle daterait de l'époque 1500 et quelques. 1500 et quelques. Mhm. Elle n'est pas jeune, hein, 500 ans. mais elle a été très, très modifiée plusieurs fois. Mhm. Et l'ensemble de la construction actuelle, on a une idée de quand est-ce que ça date? Ben, c'est-à-dire que elle est toujours initialement ce qu'elle était, mais il y a eu, par exemple, l'entrée d'ajouter, il y a eu la véranda, bien sûr, il y a eu la petite salle de bain en haut, en dessous l'arrière-cuisine, tout ça, ça a été rajouté. Et la cage d'escalier a été rajoutée aussi parce qu'au départ, quand ils ont acheté, l'escalier prenait dans ce qui est maintenant un salle à manger, c'était un escalier en colimaçon dans la pièce. Et vous avez refait le salon cette année.
Eh ben voilà. Oui, mais refait superficiellement, les peintures, les parquets, mais le reste est resté tel que. Et que signifie cette maison pour vous qui avez maintenant vécu ici très longtemps? Eh bien, je dois dire que c'est vrai que ça fait 67 ans, moi, que j'y suis, et que je l'ai au fond du cœur. Et après moi, je ne sais pas ce qu'elle deviendra, mais je n'aime mieux pas y penser. C'est ici qu'est né mon père, Michel. Ton père Michel est né dans la chambre qu'on occupe actuellement. Sa sœur Catherine aussi, et sa sœur Elisabeth aussi, Tous les trois. tous les trois. Et Jean, le père, est né dans la même chambre. Beaucoup d'histoires. Voilà. Jean était maire de Sainte-Foy. Pendant 40 ans. Alors Jean, c'est assez rigolo, il a été père et mère en même temps. Il a été nommé maire que Catherine avait une journée, je crois. C'était des grandes nouvelles alors. Père et mère le même jour, pratiquement. Et son père avant lui, Gustave, était maire. Le père a été maire 27 ans avant lui, mais il y a eu un petit intervalle de quelques années, mais très peu, même pas un mandat entier, parce que le maire avait démissionné, Monsieur Pli. Où il est mort peut-être, je ne me rappelle plus. Quelles sont certaines de ses réalisations en tant que maire? En tant que maire, il a mis l'eau courante déjà, ce qui n'existait pas. Chacun avait son puits et il a mis l'eau courante. Il a fait le château d'eau et maintenant toute la commune, tout le monde a l'eau au robinet. Il a construit l'école, l'école qui maintenant n'est même plus école parce que tout ça a été regroupé, mais enfin elle est restée école pas mal de temps. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Ben, les chemins, mais enfin les chemins c'est L'école, c'est une école qui était d'une conception originale avec... original. Alors l'école, et c'est une école ronde. Et à ce moment-là, je ne vais pas me rappeler des noms, mais c'était un ministre qui avait essayé de lancer ces écoles rondes et il fallait des volontaires pour implanter dans les communes quelques écoles rondes. Et nous étions la deuxième. Ton grand-père avait sauté dessus parce qu'il y avait une subvention. Si on construisait cette école ronde, on avait le droit à un certain pourcentage qui aidait bien la commune. La commune seule aurait eu du mal à construire l'école, sans doute. Et il a construit l'école ronde, et à ce moment-là, au début, il n'y en avait que deux en France. Après, il y en a peut-être eu d'autres, je ne sais pas. Donc, il s'occupait de la mairie, en même temps, il s'occupait de la cidrerie. Ah oui, s'occuper de tout. Et c'est la cidrerie donc qui a été construite en 46. 46, moi je suis arrivée en 47, elle n'était pas terminée. Elle ne fonctionnait pas encore. Il était partenaire avec son père et son Et frère. son frère, voilà, ils ont fait la construction à trois. Mais après la mort de son père et son Eh bien, frère, il est resté les deux frères. Et puis après, le frère qui est décédé, eh ben, c'est Jean-Claude qui, soi-disant, était l'héritier, quoi. Alors Jean-Claude s'occupait surtout des ventes.
des ventes sur Paris, mais il n'a jamais travaillé ici. Et cette cidrerie, elle faisait de la production de cidre, mais aussi de Calvados. Ah ben, tout ce qui tourne autour de la pomme, sauf la confiture. Le cidre, le calvados, le marc de pomme, qu'on vendait beaucoup en Allemagne surtout. J'étais très, très demandeur de marc de pomme. Et le concentré de jus de pomme qui servait à refaire des boissons, enfin refaire du cidre. Et comment étaient les journées de travail? Comment elles étaient rythmées? Les rythmes, elles étaient rythmées que l'usine le matin ouvrait à 7 heures et le soir finissait, je crois que c'est 6 heures. C'était des bonnes journées, hein. Et Jean y était tout ce Ah temps-là. ben oui, j'en étais, bien Vous sûr. petit déjeuner ensemble. Ben, il n'avait que la rue à traverser, hein. Oui, on prenait le petit déjeuner ensemble, il venait déjeuner et dîner. Il n'avait que la rue à traverser, Pratique. comme tu dis. Et est-ce que vous aviez un rôle dans la cidrerie ou à la mairie? Qui ça, moi? Hmm. Moi? Ben, au départ, non, je n'avais rien parce que j'avais 3 enfants en bas âge et qu'il fallait quand même s'en occuper. Ils étaient à peu près tous du même âge puisqu'ils avaient 1 an d'écart à peu près chacun. Et une fois qu'ils ont, parce qu'il n'y avait pas d'école ici au départ, il n'y avait pas d'école, donc ils allaient en maternelle ou à Vimoutier ou à Livaro, selon. Mais après, il a fallu les mettre pensionnaires pour continuer leurs études. Donc, les filles, au départ, ils étaient tous les trois à Caen. Michel était à Sainte-Marie, les filles à Notre-Dame. Et puis, à ce moment-là, ben, je suis devenue plus libre. Je servais, si on peut dire, de bouche-trou. Dès qu'il manquait une secrétaire, on m'appelait. Dès qu'il manquait quelque chose, on m'appelait. Et après, j'ai pris un poste fixe à la réception des pommes. Je m'occupais de la réception des pommes. Mais c'était un travail saisonnier, parce que les pommes, ça durait de octobre à février. Et ça vous amusait de travailler à la cidrerie? Oh, ça m'a pas déplu. Ça m'a pas déplu. Que représente la cidrerie pour la communauté de Sainte-Foy et des environs? Eh ben, ça lui a donné beaucoup d'essor parce que ça a attiré évidemment du personnel. On a eu jusqu'à 50 employés et ton grand-père a construit des pavillons pour loger le personnel. Alors, il y en a un là en face, il y en a 2 ou 3 à côté de l'église, il y en a 2 par là-haut, enfin, il a fait construire des maisons. Donc ça a donné un essor à Sainte-Foy. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Ah ben aujourd'hui, les méthodes ayant changé, ça demande beaucoup moins de personnel, tout est automatique, tout est par machine. Et je crois qu'à la cidrerie, ils sont très peu de personnel, ils sont à peine une dizaine. Donc Jean l'a vendu lors de sa retraite. Et oui, parce que personne, Michel étant aux États-Unis, Zabeth ayant épousé un médecin et Catherine étant pharmacienne, je ne vois pas qui aurait repris la cidrerie. Mais elle tourne encore. Mais ah bah, ça, c'est une consolation quand même, parce que
si il avait été obligé de fermer ou de détruire, parce que je vois notre confrère Ané, là, qui était cidrier à Vimoutier, quand il a pris sa retraite, il a vendu, mais la ville de Vimoutier a rasé la cidrerie pour construire des maisons et des magasins. Parlons de Cahuzac. De Cahuzac. Ah, ça c'est autre chose. Cahuzac. Quand l'aviez-vous acheté? Ah, je ne me rappelle plus de l'année, moi. Cahuzac. C'était Jean et Jean-Claude qui ont acheté Cahuzac ensemble. C'était pour faire un complément de la cidrerie qui faisait, elle, du Calvados et Cahuzac faisait de l'Armagnac. Et en même temps, je pense que c'était un placement intéressant dans les vignobles, etc. Et vous l'aviez gardé 6 ans. On l'a gardé 6 ans parce que ils voulaient, Jean et Jean-Claude voulaient monter une distillerie pour distiller eux-mêmes le raisin qui poussait sur la propriété. Parce que jusque-là, c'était une coopérative, on donnait le raisin à une coopérative qui nous rendait le jus. Et ça n'a pas convenu à ton grand-père et puis son neveu. Ils ont voulu monter, eux, une distillerie. Et ça leur a été refusé. Et de ce fait, ils se sont séparés de Cahuzac. Qui était l'oncle Achille? Donc Achille était le frère du père de Jean. Et pourquoi appelons-nous nos enfants après Achille? Eh bien parce qu'Achille, c'était un peu le dieu de la famille. Tout le monde le considérait comme un être extraordinaire. C'est vrai qu'il était fort intelligent, fort instruit, il avait à peu près tout réussi. Et de ce fait-là, tout le monde s'est appelé Achille après. Il était chevalier de la Légion d'honneur, Oui, auteur. auteur, il avait fait des bouquins, il avait beaucoup étudié Charlotte Corday, il avait fait un bouquin sur Charlotte Corday, c'est pourquoi tu trouves Charlotte Corday partout dans la maison ici. Et mathématicien aussi. Mathématicien, il a été professeur à Louis le Grand, je crois, à un moment, professeur de maths. Et vous le connaissez bien? Ben, c'est-à-dire que la famille connaissait bien. Moi, je l'ai peu connu parce que je me suis mariée en 47 et il est mort en 49. Vous participez beaucoup aux confréries et aux clubs. Ben, du fait de la cidrerie, du Calvados, de l'Armagnac, ton grand-père faisait partie de plusieurs confréries. Et tu sais, quand on fait partie d'une confrérie, ça fait boule de neige, tu es appelé après à une autre confrérie, voulez-vous faire partie, etc. Et si bien que on allait souvent dans les confréries, oui. Et vous faisiez des repas ici à Sainte-Foy. On en a fait ici à Sainte-Foy, dans la pièce du haut, là. Et vous aviez beaucoup d'amis dans les clubs. Dans les clubs, et ben, il faisait partie du Lions Club. Le Lions Club et confréries, ça fait déjà pas mal de monde, hein. Où est-ce que vous avez appris la cuisine normande? Moi, Oui,
Moi, je n'avais jamais cuisiné de ma vie quand je me suis mariée, mais ma belle-mère et mon beau-père ont vécu avec nous ici, je ne me rappelle plus si c'est 1 an ou 2 ans avant d'aller dans la région parisienne. Et ma belle-mère était très bonne cuisinière et m'a appris pas mal de choses. La belle-mère, c'était Charlotte Charlotte, Ernestine Grandière. voilà. Alors, comment avez-vous appris la nouvelle des fiançailles de Michel et Véronique? La nouvelle de Michel et Véronique, oui, assez bizarrement, c'est vrai. Michel était à HEC à ce moment-là. Véronique était à HEC fille, parce que filles et garçons n'étaient pas mélangés dans cette époque. Et Michel, avec deux de ses copains d'HEC, ils décident tous les trois d'aller faire une virée en Afrique du Sud. Donc ils aménagent, ils achètent, je pense, une camionnette qu'ils aménagent avec petite cuisine, lit, etc., comme un camping-car, quoi. Et ils s'apprêtent à partir faire leur virée. Ils partaient de Sainte-Foy, je crois. Ils partaient de Sainte-Foy pour l'Afrique du Sud. Et puis, tout d'un coup, il y en a eu qui a eu l'idée, mais au fait, on part à 3, mais on pourrait bien être à 5 dans le camion, ça nous réduirait les frais et ce serait peut-être plus intéressant. Bon, donc il passe une petite annonce à HEC, cherche compagnons volontaires pour faire une virée en Afrique du Sud et attendent le résultat. Le résultat, ce sont deux filles qui se sont proposées, c'est-à-dire Véronique Dortu et je crois que c'était sa cousine, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait. C'était pas sa cousine? Cousine de Véronique? Oui, non, c'était pas sa cousine. Non. Alors c'était une très bonne amie à elle. Enfin bon, elles étaient deux, qu'elles voulaient bien participer. Ce qui fut dit fut fait. Les trois garçons sont partis avec les deux filles. Et puis, eh bien, je crois qu'à un moment donné, il y avait deux filles qui avaient visé, les deux filles avaient visé ton père comme étant sans doute sympa. Et bon, ça s'est un peu, pas gâché, mais enfin rendu un peu difficile. Et puis finalement, c'est Véronique qui l'a emporté. Et papa t'a envoyé une lettre? Non, 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 non. Ah, Ah, un téléphone. C'était pas une lettre, donc. donc, ils étaient partis en Afrique du Sud, mais les filles ne sont pas parties avec eux parce qu'ils traversaient l'Europe centrale qui était un peu dangereux pour les filles et les filles ont rejoint plus bas, je ne sais plus très bien, peut-être en Afrique du Nord, je ne sais plus. Enfin bon, les filles ont rejoint après. Et un soir, le téléphone sonne. Ton grand-père et moi, nous étions dans la maison. C'était Michel au bout du fil. Maman, tu es assise? Non, pourquoi? Bon, bah, assieds-toi, parce qu'il y a toujours une chaise à côté du téléphone. Maman, assieds-toi. Enfin, Michel, qu'est-ce que. Maman, assieds-toi. Est-ce que papa est là? Je dis, oui, ton père est là, tu veux lui parler? Non, non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Est-ce que les filles sont là? Je dis, oui, les filles sont là.
Ça devait être un week-end ou quelque chose comme ça. Oui, oui, les filles sont là. Mais enfin, Michel, qu'est-ce que tu veux? À quoi veux-tu en arriver? Eh bien, maman, je t'annonce une nouvelle. Je vais me marier. J'ai dit, Michel, c'est pas possible. Tu as toujours dit que tu voulais profiter de ta jeunesse et que tu voulais te marier très tard, et etc. Ah oui, mais là, maman, je ne peux pas rater l'occasion. Ça a été le mot de ton père. Je ne peux pas rater l'occasion. Donc, j'épouse Véronique et on va organiser des fiançailles. Vous viendrez en Afrique du Sud. Les parents de Véronique viendront aussi. Et puis, on se fera une petite fête. Voilà comment ça s'est passé. Et quelque temps après, il y a eu Mélanie. Alors, quelque temps après, il y a eu une petite bavure. Mélanie se programme et elle est née en 75, 1er septembre. en septembre 75, c'est ça. C'était votre première Ah oui, petite fille. ah mais oui, ah mais oui. Comment vous avez vécu cette... Eh bien, au début, on avait trouvé que c'était un peu rapide. Et puis après, quand Mélanie est née, on a été ravis. Après Mélanie, il en est arrivé 7 de plus. Après Mélanie, ben ça c'est... Qui c'était après Mélanie? C'était Marie, Marie. je crois. Marie. Parce que Catherine avait épousé François, et c'était Marie. Après Marie, ça a été Charlotte. Charlotte. Ah oui, il y a eu des mariages, il y a eu des naissances, il y a eu de l'agitation dans la famille, c'est sûr. La famille s'est agrandie. Oui, sérieusement. Quand est-ce que vous aviez acheté Valbonne? Valbonne, alors Valbonne, c'est un petit peu moi qui ai poussé ton grand-père, c'est quand ils ont vendu Cahuzac. Parce qu'ils avaient vendu Cahuzac, donc il y avait une certaine somme d'argent. J'ai dit, si on n'achète pas quelque chose tout de suite, ça va passer dans les fonds de la cidrerie et on n'en verra rien. Alors j'ai dit, on achète une propriété dans le Midi. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait, on est parti passer 8 jours, non, un week-end avec ton grand-père. On a visité tout ce qu'on a pu dans les agences. Et là, on n'était pas encore décidé. Ton grand-père qui travaillait à ce moment-là est remonté. Et moi, je suis restée pendant 8 jours. J'ai continué mes tours d'agence, mes visites. J'en ai visité, je sais pas, plus de 40, je crois. Il y avait de quoi faire. Et j'ai sélectionné 6 villas. Et après, eh ben, j'ai appelé tout le monde. Le père, les enfants, tout. Et j'ai dit voilà, c'est ça, ça, ça ou ça. Et tout le monde est tombé d'accord sur Valbonne. Voilà. Là, on a passé beaucoup de vacances d'été Ben, quand vous étiez jeune, oui. avec tous les cousins. Avec tous les cousins, quelques frayeurs sur la piscine, mais enfin, ça s'est bien passé. On avait mis un grillage autour et je connais un petit loustic qui faisait des tas avec des camions en bois pour escalader le grillage, pour aller dans la piscine. Alors là, c'était la frayeur. Là, il nous a fait peur. Alors après, c'était vraiment surveillé de près. Et tu connais ce petit loustic. J'imagine qui c'est. Voilà. Parlons des États-Unis. Oui. Vous avez passé beaucoup de temps aux États-Unis. On a passé beaucoup de temps et du temps très agréable. On passait nos hivers aux États-Unis, en Floride, sous le soleil, c'était sympa. C'est c'est quand ton père s'est aménagé, est venu de Californie en Floride, il nous a dit
les parents, vous devriez acheter quelque chose en Floride et venir régulièrement, vous auriez les hivers au chaud, enfin, c'est ton père qui nous a un peu dirigés là-dessus. Et ben c'est pareil, on a passé un séjour chez tes parents où on a passé notre temps à visiter les villas, les maisons, etc. Et aux États-Unis, euh, Pater, il a investi avec papa dans les agrumes. Oui, il avait, ben c'était, oui, il avait un peu de capitaux à ce moment-là, il avait aidé ton père à s'installer, quoi. Mhm. Et avez-vous imaginé que votre fils irait vivre à l'étranger? Non, 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 parce que quand il a fait HEC, il a commencé à être nommé à Londres, ben, c'est là où est née Mélanie. Après Londres, on lui a proposé la Suisse ou les États-Unis. Il a choisi les États-Unis. Mais il nous a dit, les parents, vous inquiétez pas, c'est pour un an ou deux, ça ne durera pas. Un an ou deux, tu vois comment ça fait avec une multiplication. Et que représentent, que signifient les États-Unis pour vous? Ben, les États-Unis signifient le deuxième pays de notre famille. Où s'est installée toute une branche Eh ben voilà. et vous avez 7 petits-enfants, Sept, arrière-petits-enfants. sept arrière-petits-enfants là-bas et 6 petits-enfants en comptant les conjoints, Mhm. plus les deux parents. Alors ça fait 7 et 6, 13, 13 et 2, 15, 15 personnes aux États-Unis de la famille. Et un 16e qui est en route. Et un 16e qui se programme. Ben voilà. Parlons un petit peu de quelques personnages historiques qui recoupent notre histoire familiale. Euh, Commençons par Dietrich. Alors, le maréchal Dietrich, je crois que c'est maréchal, oui, maréchal Dietrich, c'était pendant l'occupation, à la fin de la guerre, pendant l'occupation allemande, la maison où nous vivons actuellement, qui était à mes beaux-parents et où ils vivaient, a été réquisitionnée par les Allemands pour loger le maréchal Dietrich, sa famille, sa domesticité. Il y avait toute la maison était occupée. Ils avaient fait des tranchées dans le jardin pour s'abriter au cas où. Ils avaient creusé et ils avaient pris toutes les portes de la maison pour couvrir les tranchées. Et Gustave et Charlotte s'en ont allés. Alors, ils s'en sont allés d'abord chez un voisin, la maison juste à côté, là, qui était Monsieur Pli. Ils sont allés héberger là-bas. Et après, ils sont allés sur une petite ferme qui leur appartenait, sur l'Isore. Il y aurait eu un grand visiteur déjeuner le 17 juillet 1944. C'était Rommel. Rommel, qui était responsable de ces armées là dans la Normandie, est venu voir Dietrich. Je crois qu'ils étaient assez copains entre eux. Il est venu manger et déjeuner là, dans cette maison. Et en sortant du déjeuner, en allant sur Vimoutier, eh ben, il s'est fait mitrailler sur la route. Il s'est fait très blessé, il était très blessé, il a eu de la chance de s'en sortir parce qu'il était très blessé. Il avait un bout du crâne qui était parti, je crois, et puis beaucoup d'autres blessures. Et c'est un pharmacien de Livaro, parce qu'ils avaient essayé d'appeler des docteurs, les docteurs
il n'y en avait pas. Bon, donc le pharmacien de Livaro, qui était Monsieur Le Seine, est venu voir le blessé et je crois que vu la gravité des blessures, il l'a expédié à l'hôpital, où il a été soigné et où il s'est remis. C'était presque miraculeux. On dit Sainte-Foy de Montgomery. Oui. Ce sont les Montgomery euh, de la famille du général Montgomery. C'est le général Montgomery qui est de la famille des Montgomery d'origine. 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 D'ailleurs, dans l'église, il y a toujours des Montgomery d'inhumés, mais on ne voit plus beaucoup leur tombe parce qu'ils sont inhumés à l'intérieur de l'église, au milieu de l'allée. Donc il est passé tellement de monde dessus qu'on ne voit plus les lettres. Enfin, il est là-dessous. Après la guerre, quand Jean était maire, vous avez fait la connaissance du général Montgomery. Oui, parce qu'il est venu un jour à Caen et il a demandé à voir le maire de Sainte-Foy de Montgomery. Alors on a été invité à la préfecture à un dîner avec Montgomery. D'après Jean, d'après Pater, il y aurait une parenté avec Sainte Thérèse. Il y aurait une parenté avec Sainte-Thérèse, c'est pas d'après Jean, c'est d'après l'oncle Achille. L'oncle Achille a toujours dit à la famille, on est cousins éloignés de Sainte-Thérèse par les Battrel et les Doranlot. Or, effectivement, dans la famille, dans les généalogies, on retrouve des Battrel et des Doranlot. Mais on n'a jamais réussi à établir la parenté entre Thérèse et les autres. J'avais donné à un moment donné toutes les documentations à une, je sais pas comment on appelle ça, une femme qui s'occupe de retrouver les généalogies à Paris, mais je crois qu'elle s'en est jamais occupée et puis ça n'a pas eu de suite. Bon, bah, c'est un travail que pourra continuer notre génération. On la trouvera bien cette connexion. Il y a aussi une parenté avec le peintre Millet. Paraît-il, mais là, ça n'a jamais été prouvé. Ça remonte encore plus loin. Ben, oui. Euh, Allô? 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 Non, mais ils se foutent de nous. Ils se foutent de nous. bon, quelques dernières questions pour terminer. Vous aviez vécu un long mariage très heureux avec notre cher pater. 67 ans déjà. 67 ans. Donc, que pouvez-vous nous dire sur le mariage? Quel était votre secret pour un tel succès? C'est la même. Oui, c'est le même. Allô? 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 Non, mais c'est pas vrai. Ça veut dire quoi tout ça? Allô? Allô? Oui? C'est Colette? Allô? Oui, tu es sur un portable? Non? Comment ça se fait que ça passe si mal? Je sais pas. Bon. Oh, mais un mariage n'est jamais
heureux d'un bout à l'autre, il y a toujours des plus et des moins, mais on s'arrange de tout. Quand tout va bien, tout va bien. Quand ça va moins bien, on fait tout ce qu'il faut pour que ça aille mieux, et puis c'est tout. Quelle est la sagesse de grand-mère? Qu'avez-vous appris sur la vie que vous voudriez faire part à vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants? Eh bien justement, je voudrais leur dire que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais qu'il faut s'adapter et faire ce qu'il faut pour que le fleuve se calme. Et de la famille et de l'amour? La famille, c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde, et la famille découle de l'amour.